Ah, Granny, cette grand-mère douce et aimante qui vous bordera le soir, vous amènera un petit verre de lait chaud pendant qu'elle vous raconte une histoire. Je déconne. Granny est probablement l'un des monstres les plus terribles du jeu vidéo indépendant. Elle fut créée en 2017 par Denis Vukanovic en tant que spin-off de sa série de jeux précédente Slenderina. Il s'agit d'un survival escape game d'horreur dans lequel vous incarnez un protagoniste anonyme enfermé dans une maison dont la propriétaire n'aura de cesse de vous pourchasser. 5 jours. C'est le temps qui vous est imparti et mis à disposition pour résoudre les différentes énigmes et trouver les différents objets vous permettant de sortir de la maison de Granny. Car celle-ci n'aura de cesse de vous pourchasser à longueur de temps. Mais si elle vous attrape, notre babouchka est une chasseresse sadique. Elle se contentera de vous mettre un énorme coup de batte de baseball en pleine tête afin de vous envoyer au lit et de recommencer son horrible traque le lendemain matin dès votre réveil. Ça a l'air plutôt simple sur le papier, mais en pratique, c'est tout autre chose. Le bruit est votre ennemi. Car Granny a une ouïe surdéveloppée. Honnêtement, c'est pire qu'un chat, cette bonne femme. Le moindre bruit va l'attirer. Et croyez-moi, dans ce jeu, du bruit, vous allez en faire. Entre le plancher qui grince, les pièges mis en place par Granny, les cadres qui tombent à peine vous les effleurez, et surtout, les petites sonnettes faites avec des clochettes par Granny qui sonneront dès que vous passez dessus. Croyez-moi, 5 jours, il les faut largement pour s'enfuir de cette baraque. Publié initialement sur Google Play et sur l'App Store, Granny bénéficiera plus tard d'un portage sur PC via Steam, mais également de plusieurs suites. Granny 2 qui rajoutera le personnage de Grandpa et Granny 3 qui, pour l'heure, à mon avis, est le Granny le plus impossible à terminer. Véritable succès, les gameplays de Granny furent les plus revisionnés sur YouTube en mai 2018 et le jeu dépassa largement la barre des 100 millions de téléchargements, et ce uniquement sur le Google Play Store. Mais derrière l'ombre de pixels de Granny se cache une babouchka bien plus terrifiante et bien plus sombre. Alors installez-vous confortablement et ensemble penchons-nous sur le monstre qui inspira Granny. Ici Merlin et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hunting Hour. C'est au matin du 26 juillet 2015 que Dimitri, un habitant de Saint-Pétersbourg de la rue Dimitrova, fit une étrange découverte. En effet, alors qu'il remontait la rue dans le but de se rendre à une de ses sessions de pêche matinale, la route lui fut barrée par des banderoles de police et il fut surpris de voir s'activer sur les lieux un très grand nombre d'agents. Curieux de cette découverte, Dimitri décida de s'approcher un petit peu des banderoles et fit lui aussi une macabre découverte. En effet, des membres humains étaient disposés çà et là sur le sol, ainsi qu'une étrange marmite dont il apprit plus tard le macabre contenu par les médias. Suite à cette découverte, les enquêteurs se mirent à la recherche du monstre qui aurait pu perpétrer un acte aussi sordide. Et c'est une caméra de sécurité du numéro 6 de la rue Dimitrova qui leur fournit la réponse. Et une réponse assez inattendue. Sur l'enregistrement, une vieille femme vêtue d'un imperméable et de gants en caoutchouc. Durant plus d'une heure, celle-ci fait de nombreux allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur de l'immeuble, entraînant derrière elle des sacs poubelles semblant bien trop lourds pour elle, ainsi qu'une marmite identique à celle retrouvée par la police. Nous sommes le 25 juillet 2015, entre 2 heures et 3 heures du matin lorsque ces images sont tournées. Dans moins de 48 heures, le nom de la personne qu'elle montre sera sur toutes les lèvres et dans tous les médias russes. Tamara Samsonova. Née le 25 avril 1945 dans la ville de Ouzour en Sibérie, on ne sait pour ainsi dire pas grand-chose au sujet de Tamara. Du moins pas sur son enfance et son adolescence, si ce n'est qu'après avoir fini le lycée et validé son diplôme, elle entreprit un voyage de 4000 km pour se rendre dans la ville de Moscou, où elle intégrera l'université linguistique d'État. Une fois son diplôme en poche, elle prit la route pour Saint-Pétersbourg, où elle fut sur place embauchée en tant qu'assistante maternelle et fit également la rencontre de Alexei Samsonova, un ingénieur qui deviendra plus tard son mari. En 1971, le couple s'installe dans une cité dortoir du district de Frudzansky, et c'est au numéro 4 de la rue Dimitrova que le couple trouva sa place. À cette époque, Tamara travaille comme femme de chambre au Grand Hôtel Europe. Elle gardera ce job pendant 7 ans, puis après enchaînera les petits boulots. Le couple en apparence vit une vie extrêmement tranquille, mais en 2005, Tamara Samsonova contacte la police pour déclarer la disparition de son mari Alexei. La police effectua de nombreuses recherches, mais décida de classer l'affaire sans suite par manque de preuves ou d'éléments permettant soit d'incriminer Samsonova, soit de retrouver la trace de son mari.
Peu de temps après la mort de son mari, Tamara Samsonova prit la décision de louer la deuxième chambre de son appartement afin d'arrondir ses fins de mois. Jusque-là, rien de bizarre. On sait qu'à l'époque, Tamara ne touche que 10 000 roubles de pension, soit environ 150 euros. Tamara est alors ni plus ni moins qu'une babouchka russe des plus conventionnelles. D'ailleurs, son amie et voisine de palier Marina déclarera à l'époque à son sujet: La première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très sympathique, très calme. Elle m'invitait souvent à boire du café et on discutait. Elle adorait boire du café. Elle donnait l'impression de quelqu'un tout à fait normal. Mais en très peu d'années, ce n'est pas moins d'une centaine de locataires qui se succédèrent chez Samsonova, créant ainsi des commérages auprès de certains de ses voisins. Quand on l'interroge à ce sujet, Tamara répondra exactement la même chose que pour la disparition de son mari. Il est parti, c'est tout. D'ailleurs, à son sujet à cette époque, un autre de ses voisins déclarera: Vous savez, on ne la voyait plus beaucoup. Elle partait tôt le matin et rentrait le soir. Elle était devenue assez bizarre. Bizarre pourrait être le mot juste, car en effet, depuis quelques mois, les gens ont commencé à observer des changements dans le comportement de Tamara Samsonova. Celle-ci est beaucoup plus froide, beaucoup moins amicale avec ses amis, et il lui arrive parfois d'avoir des comportements plutôt violents. Inquiets de ça, ses voisins proches et amis se concertèrent et décidèrent de mener une action afin d'envoyer Tamara dans une institution psychiatrique afin qu'elle ne se blesse ni elle-même ni les autres. Et c'est en février 2015 que Tamara intégra une institution psychiatrique, mais les médecins la laissèrent sortir très peu de temps après, jugeant qu'il n'y avait aucun problème. À son retour, sa voisine et amie, Marina, témoignera ceci. En la revoyant, j'ai été surprise, car déjà nous étions en plein jour et qu'habituellement elle ne sortait que la nuit. Je promenais mon chien quand elle est passée à côté de moi comme une furie et a disparu sous le porche. J'ai tout de suite compris que quelque chose avait basculé dans sa tête. Son comportement était très inhabituel. De retour chez elle, Tamara restreint radicalement, voire coupe tout contact avec ses voisins et amis. En effet, celle-ci estime qu'elle a été trahie par ses voisins. Quelques mois plus tard, en mai 2015, via une connaissance commune, Tamara Samsonova fait la rencontre de Valentina Ulanova, qui habite non loin de chez elle, au 6 de la rue Dimitrova. Les deux femmes s'entendent à merveille, et Tamara souhaitant à l'époque refaire des aménagements dans son appartement, Valentina Ulanova lui proposa alors gentiment de s'installer chez elle durant la durée des travaux. Mais cette joyeuse colocation n'est pas du goût de tout le monde. Car en effet, Tamara ne fait pas l'unanimité auprès des amis de Valentina. Natalia, la meilleure amie de Valentina, n'apprécie pas plus que ça Tamara. Et après sa première rencontre avec celle-ci, elle a un très mauvais pressentiment et s'inquiète pour son amie. Elle témoignera d'ailleurs par la suite ceci. Je m'inquiétais tellement que j'ai demandé à Valentina de me faire un signe spécial tous les matins, pour que je sache qu'elle allait bien sans avoir à aller la déranger. Je lui ai demandé d'accrocher ses rideaux d'une façon différente tous les jours. Malheureusement, les craintes de Natalia étaient justifiées. Car la relation amicale entre Tamara Samsonova et Valentina Ulanova était bel et bien en train de se dégrader derrière les rideaux de l'appartement au 6 rue Dimitrova. Le comportement de Tamara était à nouveau froid et agressif. Ceci commençant à importuner énormément Valentina, elle prit la décision de dire à Tamara qu'elle devait rapidement quitter les lieux et que leur colocation ne pouvait pas durer. Cette décision ne plut vraiment pas à Samsonova. Une décision qui allait coûter très cher à Valentina. Dans la journée du 26 août 2015, Tamara Samsonova se rendit dans une pharmacie à Pouchkine et parvint à convaincre le pharmacien de lui vendre une boîte de phénazépam, un anxiolytique puissant. De retour chez Valentina, chez qui elle réside toujours, elle lui propose de préparer le dîner pour apaiser les tensions. Une salade olivier, spécialité russe mais surtout le plat préféré de Valentina. Samsonova s'affaire en cuisine et les deux femmes trinquent et boivent une belle quantité de vodka. La salade est bien vite avalée et les tensions semblent s'apaiser. Les deux femmes rigolent et boivent quand d'un seul coup, Valentina s'effondre sur le sol de la cuisine. Samsonova ne semble pas choquée du spectacle. En effet, elle attendait ce moment depuis le début du repas, car un peu plus tôt, pendant qu'elle cuisinait, elle avait ajouté un ingrédient supplémentaire à l'assiette de Valentina, les comprimés de phénazépam réduits en poudre. S'ensuit alors l'horreur dans l'appartement.
Tamara Samsonova commence à découper le corps de son ami sur le sol même de la cuisine. Mais le plus horrible là-dedans, c'est qu'à cet instant, Valentina Ulanova n'est pas morte, elle est seulement assommée par les médicaments. C'est là qu'il faut se rendre compte de l'horreur du crime de Samsonova. Non seulement elle a empoisonné son ami pour s'en débarrasser, mais elle l'a également consciemment découpé, sachant qu'elle était encore en vie. On est sur un sacré niveau de folie. La suite de cette soirée macabre, malheureusement, nous la connaissons. Le balai incessant des allers-retours de Samsonova dans l'escalier avec les sacs poubelles contenant la dépouille découpée d'Ulanova et la marmite. Eh bien, cette marmite contenait la tête de Valentina Ulanova que Samsonova avait mise à bouillir. C'est d'ailleurs cet acte qui valut à Tamara Samsonova d'être renommée Baba Yaga ou Granny Reaper, la mamie éventreuse, et que des accusations de cannibalisme furent proférées en son encontre. L'enquête prouva par la suite que Tamara Samsonova n'a jamais pratiqué d'acte cannibale durant ses crimes. Vous avez dû remarquer dans la partie précédente que je ne mentionne pas son, mais ses crimes. Car en effet, si Tamara Samsonova fut accusée du meurtre de Valentina Ulanova, un objet retrouvé dans son appartement par la police permit de la rapprocher de plusieurs autres crimes. C'est un étrange journal intime, écrit en partie en allemand, en partie en russe et en partie en anglais, détaillant chaque instant de vie de Tamara Samsonova, qui permit de la relier à un autre crime. Quelques années auparavant, des morceaux de corps humain appartenant à un homme avaient été retrouvés non loin de la rue Dimitrova. Il était alors à l'époque impossible d'identifier l'homme, mais une remarque dans le journal de Samsonova permit de l'identifier comme étant l'un de ses locataires. Dans son journal, elle mentionne un de ses locataires et décrit en détail un tatouage qu'il avait sur le bras. Ce tatouage était exactement le même que celui sur les membres retrouvés par la police, quelques années auparavant. Juste avant son procès, Tamara Samsonova admettra également avoir tué son mari, Alexei. Elle déclarera aussi avoir tué de nombreuses autres personnes. Et après examen du journal par la police, celle-ci fut chargée pour pas moins de 11 meurtres. Suite à son arrestation en juillet 2015, Tamara Samsonova fera des déclarations très étranges à la presse. En effet, celle-ci se dit victime d'une maniaque qui la frapperait et la forcerait à faire des choses et la torturerait. Qu'il y a des témoins là-dessus, que les services sociaux ont été prévenus, mais bien évidemment, tout ceci a été démenti. C'est cependant sur ça que l'avocate de Samsonova va se baser pour sa défense, réussissant à faire reconnaître celle-ci comme n'étant pas saine d'esprit et donc non responsable de ses crimes, lui évitant la prison, mais l'envoyant dans un séjour définitif dans une institution psychiatrique. De ce que l'on sait, Tamara Samsonova ne devrait jamais ressortir de son institution psychiatrique. Ce qui fit quand même plaisir à ses anciens voisins et amis, qui eux tentent de retrouver une vie calme et paisible, malgré les choses horribles qui se sont produites sur la rue Dimitrova. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le sujet de celle-ci vous a plu. C'est un sujet que personnellement j'ai adoré traiter, j'ai beaucoup aimé réaliser cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre meilleur pouce bleu, un commentaire ou, même si ça se fait plus trop à notre époque, on va pas se mentir, partagez la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, à savoir Twitch, Instagram. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Merlin, out.